est-ce que la CTM est un bon instrument? Alors, moi, je suis très critique vis-à-vis de la CTM telle qu'elle a été constituée. J'étais bien sûr pour, on dit une fusion, pas tout à fait une fusion, c'était pour en quelque sorte le remplacement de deux collectivités, départements et régions, par une collectivité. D'ailleurs, dans la Constitution, le terme qui est utilisé, c'est qu'on peut substituer au département et à la région une collectivité. Et je veux attirer l'attention sur le fait que le président Sarkozy, quand il a posé la question, la deuxième question qu'il a posée en 2010, quand les gens refusaient le changement de statut régi par l'article 74, il a posé une deuxième question de lui-même. Voulez-vous une collectivité? Mais il n'a pas repris le terme se substituant aux deux autres. Il a dit, voulez-vous une collectivité qui reprenne les compétences du département et de la région? Ce n'est pas tout à fait pareil. En posant la question comme ça, il a ouvert la voie à ce que Serge Letchimy appelait une collectivité sui generis. Donc il n'est pas exactement les deux accolés. Les deux accolés, c'est avec leur personnel, leurs compétences, leur budget. C'était une addition. En ne disant pas se substitue aux deux, mais reprend les compétences des deux, ça pouvait être une autre collectivité. Et c'est ce qui a permis en Martinique de faire ce que j'appelle souvent un hybride institutionnel, alors que les gens avaient demandé à rester dans le 73, à tort ou à raison, mais c'est ce qu'ils avaient demandé. Nous, les élus comme moi proposaient 74, vous savez ça très bien. Enfin, le peuple a raison en démocratie. Donc, les gens ont dit 73. Il fallait leur donner une collectivité 73 comme en Guyane. Mais nous avons une collectivité qui a une gouvernance qui ressemble à la gouvernance des collectivités d'outre-mer, comme la Polynésie. On a séparé l'exécutif de l'Assemblée. Alors, c'est vrai que dans le congrès qui a précédé la consultation de 2010, les élus avaient réclamé une séparation de l'exécutif du délibératif. Hein? Bon. Mais pourquoi? Parce que les élus souhaitaient, en majorité, qu'on ait une collectivité de l'article 74, avec beaucoup plus de compétences que ce qu'avaient et départements et régions, et beaucoup plus de pouvoir également, pouvoir réglementaire. Beaucoup demandent aujourd'hui pouvoir réglementaire autonome. Et par conséquent, il fallait que cette collectivité-là puisse, pour éviter une concentration du pouvoir exécutif, puisse avoir un contre-pouvoir au niveau de l'Assemblée. Donc cette séparation se voulait un élément de démocratie. On est d'accord? Bon. Alors, on peut se dire, mais très bien, même si nous ne sommes pas allés dans le 74, mais dans cette collectivité, cette séparation, ça devait éviter que l'exécutif et le président de l'exécutif aient trop de pouvoir. Mais on est arrivé au contraire. Pourquoi? Et ça, j'avais mis en garde dans les débats, parce que j'étais sénateur à l'époque, et j'ai beaucoup participé aux débats. Et j'ai mis en garde contre ce qui allait se faire. Pourquoi? Parce que nous avons un système déjà avec une prime majoritaire très forte. Oui. Moi, j'étais de ceux qui souhaitaient à peine 3% ou 7%. Mais nous avons pratiquement 20%. Nous avons 11 sièges donnés à celui qui a gagné. Donc, quand vous avez déjà ça, et qu'ensuite, vous avez un système dans lequel l'opposition n'est pas représentée au niveau de l'exécutif. Je rappelle que dans les commissions permanentes du Conseil régional, du Conseil général, l'opposition était présente. Là, vous avez comme un petit gouvernement, comme en Polynésie. Donc, l'opposition n'est pas présente, mais de l'autre côté, l'Assemblée n'a aucun pouvoir. Pourquoi je dis que l'Assemblée n'a aucun pouvoir? Bien sûr, on va me dire qu'elle a le pouvoir de voter les délibérations. Mais comme elle n'a pas de budget propre et elle n'a pas de moyens propres, elle n'a pas une administration à elle. En Polynésie, le président de l'Assemblée, il a un budget pour faire marcher son Assemblée et il a des collaborateurs, il a des moyens pour faire en sorte que son Assemblée
puisse étudier les dossiers, les défendre. L'exécutif n'est pas simplement un exécutant, hein, il impulse aussi, mais il est contrôlé par cette Assemblée. Tandis que nous, la loi a laissé en blanc tout ce qui concerne l'Assemblée. La loi n'a pas dit que l'Assemblée ne doit pas avoir de pouvoir. L'esprit de la loi, c'est que l'Assemblée est un contre-pouvoir au sens... quand on dit contre-pouvoir, ça ne veut pas dire qu'elle est là pour être contre l'exécutif, elle est là pour contrôler l'exécutif. Elle est là aussi pour apporter des idées, puisque c'est elle qui a l'ensemble des élus représentant le peuple, pour traduire ce que le peuple veut. Mais la loi n'ayant rien dit de précis sur les moyens à donner, lorsque je me suis retrouvé président de l'Assemblée face au président Marie-Jeanne, qui était président de l'exécutif, lorsque je lui ai dit, mais où sont mes collaborateurs, où sont les services, où sont mes services, parce que j'ai besoin de 3 services. Je dois signer les délibérations, en tant que président, les délibérations des plénières. Il faut que j'ai un service juridique qui m'accompagne. Bon, je dois préparer les plénières, il faut que j'ai le service de l'Assemblée. Et je dois animer les commissions, il faut que j'ai le service des commissions. Le président de l'Assemblée de Corse, il a ça. Hein. Bon, mais là, à l'époque, M. Marie-Jeanne m'a dit, non, c'est pas prévu par la loi. Et c'est pas parce que c'est pas prévu par la loi que... Mais oui, c'était l'esprit de la loi. Donc on est parti comme ça dans ce système-là. Et ça continue aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on considère que la CTM, c'est en fait une collectivité qui est menée par un conseil exécutif de 9 membres, sans la présence de l'opposition, et avec une assemblée qui pour moi est une assemblée en quelque sorte qui est quasiment une assemblée consultative. On a l'impression qu'elle est simplement consultée. Alors ça pose un problème de démocratie, bien sûr. Ça pose un problème aussi d'efficacité. Pourquoi je dis un problème d'efficacité? Pour 2 raisons. La première raison, bon, c'est que déjà, vous voyez, c'est dans une assemblée que peuvent naître des idées. Hein. Donc, si vous êtes privé de tout ce qui peut remonter d'une assemblée, c'est un appauvrissement, quoi. Déjà. Hein, et puis, cette assemblée-là, en fait, elle ne peut pas véritablement contrôler l'exécutif, mais aussi, ce qui pose problème, c'est que vous aviez quantité de dossiers qui étaient traités par une commission permanente chaque semaine ou tous les 15 jours, selon le rythme adopté dans une région ou un département. Mais aujourd'hui, vous êtes obligé de traiter toutes ces questions qui étaient traitées par la commission permanente, où était représentée l'opposition, vous êtes obligé de les traiter en plénière. Donc, vous mettez beaucoup plus de temps à traiter les dossiers. Je ne sais pas si on me suit bien, mais bon, ça veut dire qu'on a un rythme qui est ralenti, hein, puisqu'il faut attendre. Vous n'avez pas fait une plénière tous les 15 jours. Bon, donc un rythme qui est ralenti, et pour peu de valeur ajoutée, puisque votre Assemblée, tout ce qu'elle peut faire, c'est vous dire avis favorable, puisqu'elle n'a pas des moyens propres pour pouvoir agir. Donc, on a réduit l'efficacité et on a réduit l'aspect démocratique. Donc, en conclusion, ce que je veux dire, c'est que l'intention des élus était un système équilibré entre le pouvoir exécutif et le pouvoir délibératif, et on a abouti à un pouvoir totalement déséquilibré, où tout est dans les mains de l'exécutif. Et quand je dis ça, ce n'est pas pour critiquer l'exécutif, ni à l'époque d'Alfred Marie-Jeanne, ni à l'époque actuelle avec Serge Letchimy, c'est que je dis que quel que soit celui que vous allez mettre à l'exécutif, dans ce système-là, il sera conduit finalement à fonctionner comme étant à la tête d'un petit groupe qui mène tout et qui a l'illusion de tout mener, parce que finalement, un groupe de 9 ne peut pas arriver à avoir une vision panoramique de l'ensemble des compétences, des services. Vous imaginez, ce n'était déjà pas possible au Conseil général, que j'ai bien connu. J'avais besoin d'une commission permanente avec des vice-présidents, etc., et la présence de l'opposition, qui sans cesse nous oblige à rendre compte. Et ça ne peut pas être possible dans quelque chose qui est encore beaucoup plus important, puisque vous avez à la fois
ce qu'était le département et ce qu'est la région. Donc, si vous voulez, en conclusion, nous avons un système qui n'est pas démocratique et nous avons un système qui est structurellement voué à l'inefficacité. Par conséquent, il faut le réformer. Et je me tue à dire ça depuis. Au bout de 2 ans, je me suis rendu compte, au bout de 2 ans de pratique de la mandature précédente, je me suis rendu compte que j'avais eu raison de mettre en garde au moment des débats au Sénat en 2011, mais que ce que j'avais prévu était en dessous de la réalité. Et je n'ai pas arrêté à ce moment-là de dire il faut réformer. Alors certains ont cru que c'était parce que je voulais en quelque sorte contrer Alfred Majan, mais pas du tout. Parce que je tiens à vous le dire, à l'époque quand je disais ça, j'étais prêt à me retirer. Je disais mais je préfère qu'on mette le système guyanais avec un seul président. Un seul président, mais une commission permanente avec la présence de l'opposition. C'est fondamental. Donc aujourd'hui, je continue à le dire. Vous voyez, je n'ai plus aucun intérêt politique, mais je dis attention, si on ne réforme pas la CTM, c'est même pas la peine à ce moment-là de vouloir quelque évolution institutionnelle que ce soit, car tout nouveau pouvoir qui va arriver dans un système où nous avons un instrument qui a un problème structurel, eh bien, ça ne va qu'aggraver la situation. Une dernière question qui est un peu, je veux dire, un peu terre à terre, mais ça concerne une préoccupation de nos lecteurs. Comment est-ce possible de détourner 2,8 millions dans une administration comme... Bon, c'est une question bien difficile. C'est-à-dire que moi, je pourrais dire qu'à l'époque où j'étais président du Conseil général, où nous avions environ j'avais environ 2300 personnes à gérer. Aujourd'hui, il faut savoir qu'il y en a plus de 5000 et quelques. Bon, donc, vous savez, déjà, à mon époque, je prétendais contrôler mon administration, qui était bien structurée. C'est vrai que c'est beaucoup